Rien ne doit être conçu comme étant mon, moi, mien. Extrait d'un sutta bouddhiste. Qu'est-ce que la désidentification? Alors, plusieurs éléments de réponse. Peut-être d'abord en vous lançant une énigme, parce que c'est toujours une histoire un peu énigmatique, celle de Bahia. Bahia était un ascète apparemment avancé dans son chemin spirituel à l'époque bouddhiste, qui était, disent les textes, dès que le screensaver me permettra de les lire, qui était adulé, révéré, honoré, vénéré, et on lui rendait hommage. Donc Bahia était un ascète et un sage populaire à son époque. Et l'histoire a été écrite par des bouddhistes. Il se demandait un jour, en rêve, suis-je éveillé? Ai-je atteint l'éveil? Et une deva, qui sont les espèces de... Je ne connais pas très bien le bestiaire bouddhiste, mais c'est les créatures, des espèces de fantômes ou d'esprits qui peuvent communiquer avec les humains. Une deva a eu pitié de lui en l'entendant se demander s'il avait atteint l'éveil ou pas, et lui a dit: tu n'es pas éveillé, tu n'es pas en voie de l'être, et ta pratique actuelle ne te permettra jamais d'y arriver. Et Bahia était tout décontenancé, et il dit: mais alors, qui? Vous ne devinerez jamais qui la Deva, dans cette histoire écrite par les bouddhistes, a donné comme direction à suivre à Bahia. Donc il s'est mis en route pour aller rejoindre Monsieur Siddhartha Gautama, là où il se trouvait. Il a beaucoup marché. Et il arrive au village où se trouvait le Bouddha. Il le voit serein, inspirant confiance, en train de demander l'aumône avec son bol. Et il lui demande: enseigne-moi. Et le Bouddha répond: non, c'est pas le moment. Et un peu plus tard, Bahia revient à la charge, lui dit: enseigne-moi, si ça se trouve, demain tu peux mourir, ou demain je peux mourir. Dans ce cas-là, ce serait dommage, j'aurais fait tous ces kilomètres pour rien. Enseigne-moi. Et le Bouddha lui répond: non, parce que dans les histoires traditionnelles, il faut toujours demander 3 fois. Et il lui dit une 3e fois, et là le Bouddha dit: ok. Et il prend la mesure probablement de l'ascète qu'il a en face de lui, donc quelqu'un qui a de la bouteille spirituelle, qui sait probablement appliquer son esprit à quelque chose de façon déterminée, qui a musclé sa capacité de concentration. Et il lui dit: Bahia, vous devriez vous entraîner comme ça. En ce qui concerne le vu, il n'y aura que le vu. En référence à l'entendu, il n'y aura que l'entendu. En référence au ressenti, il n'y aura que le ressenti. En référence au pensée, il n'y aura que le pensée. C'est ainsi que vous devez vous entraîner. Quand pour vous, il n'y aura que le vu en référence au vu, que l'entendu aux références à l'entendu, que le senti en référence au senti, que le pensé aux références au pensé, alors, il n'y a pas de vous en relation avec cela. Quand il n'y a pas de vous en rapport avec cela, il n'y a pas de vous là. Quand il n'y a pas de vous là, vous n'êtes ni ici, ni là-bas, ni entre les deux. Et ceci, juste ceci, est la fin de la souffrance, dukkha, qu'on traduit par stress aussi, parce que souffrance est un mot qui n'est pas tout à fait adéquat. La fin du problème fondamental de l'absence de bonheur dans la vie, en fait. On pourrait dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'y reviendrai. Mais
j'aimerais d'abord donner une autre illustration de la désidentification. C'est cette histoire que je raconte si souvent de la petite fille gravement malade du cœur à laquelle on demande mais comment ça va? Et qui répond mais moi ça va très bien, c'est mon cœur qui est malade. Ça c'est la désidentification pure, c'est un maître de désidentification. Elle aurait pu enseigner à Bahia comment le faire. L'autre exemple que j'aime toujours citer, c'est celui de Munindraji, un enseignant indien qui a formé beaucoup des membres les plus importants de la première génération d'enseignants occidentaux qui ont amené la méditation de pleine conscience chez nous. Un bon enseignant, très pédagogue, qui était dans une gare routière indienne à attendre un bus qui ne venait pas, et il était assez âgé, il faisait chaud, rien ne se passait comme ça devait se passer. Et un de ses élèves lui a demandé « Mais alors maître, est-ce que ça va ?» Il a répondu « Il y a de l'impatience ici, mais je ne suis pas impatient. Il y a de la frustration ici, mais je ne suis pas frustré. Il y a de la chaleur ici, mais je n'ai pas chaud. » Et ça, c'était Munindraji. Autre leçon de désidentification. Alors, qu'est-ce que c'est que la désidentification? C'est avant tout un moyen d'être plus heureux. Simplement. Si je devais essayer de faire une définition, je dirais que c'est la capacité à percevoir... Non, déjà, elle est nulle cette définition, je recommence. La capacité à observer nos perceptions comme de simples perceptions qui concernent n'importe quel autre humain et qui vont passer, plutôt que de les traiter comme si elles nous appartenaient, que nous en avions la pleine responsabilité, qu'elles faisaient partie de nous, qu'elles nous définissaient en tant que personne, etc., etc. Tout ce qui nous arrive quand on commence à s'identifier à nos perceptions, à considérer qu'elles font partie de nous, qu'elles nous appartiennent, qu'elles nous définissent en tant que personne. Et évidemment, c'est quand on est face à une émotion difficile que l'utilité de la désidentification est la plus évidente. Avec cette phrase très souvent répétée dans les cours de méditation, nous ne sommes pas nos émotions. On s'en désidentifie, donc on réalise que nous ne sommes pas nos émotions, qu'elles apparaissent puis disparaissent de notre expérience. L'anxiété est une émotion naturelle qui fait partie de la vie, de la nature humaine. Elle se manifeste, elle monte, elle redescend, elle nous transmet peut-être une information importante qui nous permettra d'éviter les ennuis potentiels plus tard. Elle n'est pas un problème en elle-même, elle le devient quand on pense qu'elle ne passera pas toute seule, en permanence, et quand on pense qu'elle nous affecte en tant que personne, qu'elle nous blesse, qu'elle fait de nous une moindre personne, plus fragile, moins capable d'être heureuse, moins digne d'être aimée, ou beaucoup plus simplement au niveau basique quand elle devient notre problème, quand cette émotion c'est notre problème. C'est déjà ça l'identification. Elle est à nous, elle est là, elle a une réalité matérielle qui fait partie de nous. Quand les émotions sont associées à notre identité, c'est aussi là qu'on va se retrouver à ruminer autour de leur présence. Qu'on va se sentir obligé de les contrôler, de les supprimer ou de s'anesthésier pour ne plus penser à leur présence. Et l'identification à une émotion, on peut appeler ça, si on voulait en faire un verbe, moi je iser une émotion. Et quand on moi je ise une émotion, le dialogue intérieur ressemble un peu à ça. Ça y est, je suis de nouveau anxieux. Combien de temps ça va durer? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi suis-je une personne anxieuse au milieu de toutes ces personnes normales? En même temps, c'est pas étonnant, vu l'éducation que j'ai reçue, c'est à cause de blablabla. Le vocabulaire bouddhiste a un mot qui s'appelle, qui est papancha, qui se traduit par prolifération. C'est la meilleure traduction en français.
pour dire que l'esprit humain a une tendance à papancha. Et que quand on se retrouve à ruminer, quand on s'identifie à une émotion, on ouvre la porte à cette papanchisation qui va commencer à nous faire construire des ruminations sur la base d'une émotion qu'on n'a pas perçue comme étant juste une émotion qui n'était pas à nous et qui allait passer. En version non moi-je-isée, façon Mulindraji, ça devient simplement « Ah, il y a de l'anxiété ici. Observons-la en attendant qu'elle passe. » Et voilà. Pas de rumination à partir du moment où on s'est désidentifié et où on a fait de l'émotion un objet de méditation, un objet de pleine conscience. À noter que Mulindraji était assez, j'ai envie de dire, hardcore dans sa pratique de la désidentification, parce que si j'ose une critique sur ce grand maître, il poussait parfois très loin la désidentification. Il était en visite chez un de ses élèves, je ne sais plus lequel des enseignants, et il portait toujours sa robe, donc on ne voyait jamais autre chose que ses pieds en fait. Et le petit garçon, le fils de l'élève chez qui Mulindraji logeait, tout à coup il l'a vu aller se baigner et il a vu ses jambes. Et la première fois qu'il voyait que ce monsieur bizarre invité à la maison avait des jambes. Et il a dit « Ah, t'as des jambes ?» Et il a tout de suite corrigé « Il y a des jambes !» Parce que lui, évidemment, il n'avait rien. Donc, voilà. Mais quand on est un bon pédagogue, il faut peut-être être cohérent et y aller à fond. L'observation de l'anxiété n'est donc pas forcément anxieuse. Une autre phrase qu'on entend beaucoup. À partir du moment où on se désidentifie, c'est comme si on se sortait de l'eau, où on était à la merci des vagues, des émotions et des pensées, et on s'installe sur notre bateau. Et j'avais déjà donné, parce que j'aime beaucoup cette... pour moi, c'est exactement ça. On est en train de se noyer dans une tempête avec des vagues tout autour de nous. On est dans l'eau. Et la désidentification, c'est qu'on se fabrique un bateau. Et l'impermanence, c'est qu'on voit que les vagues montent et descendent et que la tempête va passer. Mais ça aide d'être sur un bateau pour se rendre compte que les vagues montent et descendent et que la tempête va passer. Donc, c'est la construction de ce bateau. Et sur le plan technique, c'est la reconnaissance de ce qui se passe qui constitue la désidentification, mais ce qui peut aider, c'est de nommer et de se focaliser sur le corps. Nommer, c'est assez évident, parce que si on nomme, on constitue ce qu'on observe en objet d'observation, on dit « Ah, anxiété !» Donc, tout à coup, ça devient quelque chose que nous, l'observateur, observons. Ça ne se confond plus avec nous. Le corps, en fait, l'observation des sensations, alors oui, ça aide beaucoup pour l'impermanence, parce que le corps change et qu'on peut réaliser que l'intensité est variable et que ce n'est pas un bloc émotionnel. Quand on observe le ressenti physique en lien avec l'émotion. Mais ça aide aussi pour la désidentification parce que il y a des sens dont il est plus facile de se désidentifier que d'autres. Et le sens des pensées, puisqu'en logique méditative c'est un sens, c'est particulièrement difficile de s'en désidentifier parce qu'on l'associe à notre personne. Donc avoir des pensées anxieuses sera plus difficile pour la désidentification qu'avoir comme objet d'observation des sensations liées à l'anxiété. Il y a un autre exemple pour voir à quel point c'est plus facile de se désidentifier de certains sens par rapport à d'autres. La souffleuse à feuilles. Imaginez que vous entendez « je n'aime pas les souffleuses à feuilles », j'avoue, j'ai un problème. Imaginez que vous entendez le bruit d'une souffleuse à feuilles et que vous n'aimez pas le bruit de la souffleuse à feuilles. Vous n'allez pas pour autant commencer à vous dire « mais pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je suis cette personne qui entend une souffleuse à feuilles ?»
Et pourquoi je suis ce genre de personne qui entend les souffleuses à feuilles? Qu'est-ce que j'ai fait faux? Pourquoi j'ai ce problème d'entendre des souffleuses à feuilles? C'est peut-être ma famille qui m'a éduqué d'une manière... Bah évidemment, j'ai une éducation difficile, pas facile à la maison, du coup, c'est peut-être pour ça les souffleuses à feuilles, je les entends tout le temps. Non, ça n'aurait aucun sens, vous seriez mûr pour l'asile psychiatrique. Mais quand on fait ça avec les émotions, ça ne surprend personne. Alors que c'est pas tellement moins absurde. Parce que les émotions ne nous appartiennent pas, plus que le bruit de la souffleuse à feuilles, tout le monde en a, tout le monde a les mêmes. Donc quand une émotion apparaît, c'est pas nécessairement utile de se demander pourquoi nous, qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on a de si spécial qui fait qu'on vit cette émotion-là, qu'est-ce qui nous est arrivé dans notre vie pour qu'on la vive. Donc c'est particulièrement absurde avec la souffleuse à feuilles, j'admets, mais ça allait aussi un peu avec les émotions, en tout cas la façon dont on le fait souvent. En, en neurosciences, cette idée de rumination autour de la personne qu'on est, qui est un peu la conséquence de l'identification, est associée à un circuit neuronal qu'on appelle le mode par défaut. Et c'est intéressant historiquement parce qu'on l'a appelé comme ça, parce que dans les expériences de neurosciences d'imagerie cérébrale, on disait souvent aux gens, voilà, pensez à compter jusqu'à 99, voilà, maintenant arrêtez-vous, ne faites rien spécial pendant les 10 prochaines minutes, puis ça fera une baseline pour comparer quand vous comptiez par rapport à l'état normal habituel de votre cerveau. Et en fait, le mode par défaut, c'était ça, c'était quand on dit aux gens ne faites rien de spécial, il se passait ça, à l'image. C'était ce circuit-là qui était actif, si j'ai bien compris. Et en fait, avec le temps, on a découvert que ce circuit était associé à tout ce qui tournait autour de moi-je, de la moi-je-isation, tout ce qui tournait autour de notre identité, de notre personne. Et on a découvert aussi qu'il était associé à... Ah, je reviendrai après. Vous allez peut-être deviner, avant que je le dise. Donc, ça correspond à tous ces moments où vous moi-je-isez, c'est-à-dire où vous pensez à qui vous êtes, à ce que vous valez, à ce que les autres pensent de vous, à ce que vous étiez dans le passé, à ce que vous serez dans le futur. Tous les moments où vous êtes absorbé par cette personne bien définie, stable, qui a une certaine identité, certaines qualités, défauts, statut, valeurs à ses yeux, aux yeux des autres, etc. Alors, question, ce moi-je est-il un peu ou beaucoup présent, ce circuit-là, quand vous venez par exemple d'avoir une dispute? On est d'accord qu'il sera beaucoup présent. Est-ce qu'il est un peu beaucoup présent quand vous êtes en train de regarder un coucher de soleil? Remarquablement peu présent. Donc, en fait, c'est pas une surprise que, et vous l'avez peut-être deviné, mais il est associé à un trouble psychologique, ce moi-je, c'est la dépression. Les ruminations dépressives, c'est de la fabrication de moi-je. Ça tourne beaucoup autour de qui on est, ce qu'on vaut pas, et ce que les autres pensent de nous, etc. Donc, on a d'abord trouvé que c'était ce circuit neuronal pas très intéressant, qui correspondait juste à ce que font les gens quand on leur dit de rien faire. Et après, on réalise que c'est plus important que ça correspond à plus que juste ne rien faire, évidemment. Et que du coup aussi, c'est associé plutôt aux affects négatifs. Moins on en a, mieux c'est, on pourrait dire. Et c'est pas non plus une surprise qu'il soit désactivé quand on médite. Que ce soit désactivé, entendons-nous. Sinon, vous me diriez en tant que sujet d'expérience, je m'excuse, mais c'est pas tout à fait ce que j'observe. Il est, il est en sourdine parce qu'il est pas constamment actif. Il est actif régulièrement, mais pas autant que d'habitude. Et quand vous avez les moments où la méditation se passe bien, il est peut-être plus du tout présent. Que ce soit d'ailleurs de l'attention ouverte ou de la concentration. Et tous les moments heureux de notre vie ne sont pas les moments où on va se préoccuper de qui on est, ce qu'on vaut, etc. Donc vraiment,
le bonheur et le moi-je ne sont pas hyper compatibles. Il y a des moments où on moi-jeise un peu comme le mode par défaut, il ne se passe peut-être pas grand-chose, mais d'une manière générale, c'est plutôt un mode de fonctionnement qui va nous tirer vers le bas. Donc on gagne à moi-jeiser plus, moins je veux dire, et à se désidentifier plus. Sur le plan pratique, la désidentification se travaille comme l'impermanence. Donc, dans le rapport aux distractions, quand on médite sur la respiration, et dans l'attention ouverte. C'est évidemment le terrain d'entraînement idéal. Alors, pour parler de l'attention ouverte, puisqu'on l'a réintroduite dans la retraite, qu'est-ce qui la favorise? Une attitude d'ouverture et de curiosité, c'est vraiment la curiosité, c'est l'état d'esprit associé à l'attention ouverte. C'est vraiment de la pure curiosité ce qu'on fait. Avec une touche de détermination, sinon on se met très vite à flotter. Il faut quand même avoir une envie, une curiosité qui veut rester là pour observer ce qui vient ensuite. C'est pour ça aussi qu'on ne recommande pas de commencer directement par l'attention ouverte. On établit l'attention sur un objet et on se laisse la liberté d'y revenir après qu'on a commencé avec l'attention ouverte. C'est toujours important, si on se sent perdu, d'ancrer de nouveau l'attention sur la respiration. Et si on le fait directement, c'est possible. Il y a même des traditions méditatives qui se basent là-dessus, de faire directement de l'attention ouverte. Mais on a ce problème qu'on manque de référence. La respiration, elle nous offre cette référence sur « Ah, voilà ce que c'est quand je suis en pleine conscience, voilà ce que c'est quand je ne le suis plus ». Ça nous aide à faire la différence entre penser comme d'habitude en mode par défaut et faire de l'attention ouverte, qui n'est pas du tout évident si on n'est pas d'abord passé par un établissement de l'attention et de sentir ce que c'est que d'être concentré et de ne pas l'être. On peut faire une ouverture graduelle comme je vous l'ai proposé avec les différents sens les uns après les autres qu'on intègre dans l'expérience. On peut aussi le faire d'un coup, quand on sent que tout à coup on a fait un bout de chemin avec la respiration, on se sent l'envie et la capacité d'explorer autre chose. La note mentale, comme d'habitude, peut beaucoup aider. Alors elle a des désavantages parce qu'elle introduit une parole intérieure, donc elle introduit aussi une forme de distraction dans l'attention ouverte. Et en même temps, elle aide beaucoup à la continuité et puis elle aide beaucoup à ce que ça reste de l'attention ouverte et que ça ne devienne pas du mode par défaut parce que ça nous rappelle ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a l'intention de continuer à faire. C'est assez facile d'y renoncer dans un deuxième temps. La note mentale, on peut toujours la prendre et la jeter et la reprendre. On peut utiliser une note simple avec les 6 options qui correspondent aux 6 sens, les 5 plus les pensées. On peut aussi ajouter les émotions. On peut aussi utiliser des notes plus précises, c'est vraiment ce qui se met le plus au service de votre pratique. Comme je vous l'avais dit pour l'exemple de la fatigue que je gagnais à noter fatigue plutôt que sensation, parfois un mot plus précis aide à gagner en lucidité. Et puis parfois c'est de la complication inutile. Et puis de juste dire pensée, son... c'est vraiment... Ça fait partie de l'artisanat du méditant. Par exemple, quand j'ai une douleur, je ne vais jamais la nommer douleur. Je vais la nommer sensation. Parce que si je la nomme douleur, il y a déjà l'aversion qui est contenue dans le mot douleur. Et je préfère essayer d'espérer que je puisse me passer complètement de rejet et avoir affaire juste à une sensation. Donc je dis sensation, même si c'est sensation plus je l'aime pas, plus plein de choses. Mais c'est plus facile de l'observer comme ça. Donc là, je gagne à être moins précis. Alors que pour la fatigue, si je dis sensation, ça me sort pas suffisamment de la fatigue elle-même pour pouvoir l'observer. Alors que fatigue marche bien.
On peut aussi justement noter les 5 obstacles. Les 6 sens et les 5 obstacles, c'est une bonne base, mais on peut vraiment faire en fonction de ce qui marche le mieux pour nous. Il y a un cas particulier intéressant, c'est le cas des pensées. Parce que les pensées, très souvent, on ne les observe pas quand elles sont apparues, mais quand on réalise qu'elles étaient apparues il y a déjà un petit moment et qu'on émerge. Et là, on serait tenté de se dire, l'attention ouverte, c'est l'observation de ce qui est là dans l'instant présent. Là, j'étais en train de penser, mais je viens d'en sortir. C'est plus la pensée qui fait partie de mon présent. C'est peut-être une sensation, c'est peut-être un son. Donc, je ne vais pas noter penser, parce qu'elle n'est plus là, ça n'a pas de sens. Et je vous encourage plutôt à le faire, parce que j'y vois 2 intérêts. Le premier, c'est que vous l'avez quand même eu, même si c'était après coup. Vous l'avez noté, vous l'avez vu, elle a été observée. Il faut quand même faire acte que vous avez observé cette pensée-là. Et si vous la nommez pensée, ça vous encourage aussi peut-être un peu à prendre conscience de ce que c'était avant de passer à autre chose, à vous rappeler ce qui vient de vous rendre visite. Donc même si c'est après coup, je noterai pensée quand même. En tout cas, c'est ce que je fais. Il y a le cas intéressant, plus rare mais intéressant, de la pensée qui va apparaître, qui s'annonce, mais qui ne nous a pas encore complètement absorbés. Et ça peut être vraiment... C'est comme une étincelle de pensée. Moi, ça peut être, si j'ai un sujet qui me préoccupe beaucoup, et que je commence à le connaître par cœur, si c'est beaucoup manifesté dans une méditation, ça pourrait être une image ou quelque chose une sensation qui me signale que je vais commencer à penser à ce sujet-là. Si c'est quelque chose qui m'a énervé, j'aurai peut-être l'image de la scène qui apparaîtra un peu comme une diapo, comme un petit flash, avant que je commence à vraiment y penser. C'est le tout début de la pensée. Et dans ces moments-là, on peut avoir la grande satisfaction de dire « Ah, je t'ai vu, mais en fait non », et se recentrer. Et ça marche bien pour les pensées obsessionnelles, obsédantes, parce qu'elles reviennent tout le temps. Donc, à un moment ou à un autre, vous aurez l'occasion de réaliser qu'elle vient de commencer, mais qu'elle ne s'est pas encore installée. Vous pouvez la nommer et revenir à ce qui vient ensuite, en fait, attendre la suite. Une autre chose, en attention ouverte, on observe plutôt les intentions de pensée, ou les débuts de pensée, ou les pensées qui ont déjà eu lieu. On ne suit pas une pensée pendant son développement. En fait, on ne la laisse pas se développer. Une fois que vous réalisez qu'une pensée est là, vous dites planification et vous attendez la suite. Si vous commenciez à penser la pensée en pleine conscience, ça va devenir du papancha en 3 secondes. C'est compliqué de rester en pleine conscience d'une pensée en plein développement. À un moment, elle nous phagocyte. Donc autant dire, je t'ai nommé, c'est bon, la suite ne m'intéresse pas, j'attends ce qui va venir venant d'un autre canal que celui des pensées. Ou une autre pensée, mais pas celle-là. Il y a aussi le cas particulier des pensées qui portent sur la méditation. Ça, c'est toujours valable pour... elles sont aussi discrètes qu'une poule qui s'approche de mon assiette pour y voler de la salade. C'est des pensées qu'on ne détecte pas et après c'est trop tard, on n'a plus de salade. Les pensées qui portent sur la méditation, parce qu'elles ont l'air un peu innocentes, elles sont là pour nous aider. Hein. Ça peut être des pensées de l'ordre du doute ou juste du perfectionnement ou même du coach qui dit « Ah là c'est pas mal, là en ce moment ça va bien, là je trouve que j'ai un bon rythme, continue comme ça ». Et celles-là, il faut aussi les noter parce que une fois que cette pensée-là est passée à travers et qu'elle n'a pas été attrapée dans votre filet, c'est possible qu'elle invite une copine et une autre et que ça papanchise autour de cette petite pensée innocente sur le fait que votre méditation était quand même pas mal. Donc ça vaut la peine de les noter aussi. Pour noter les émotions, ça peut être aussi simple que neutre
plaisant, déplaisant ou émotion, ou ça peut être plus précis. Et là aussi, ça dépend beaucoup de vous. Ça vaut la peine de nommer exactement une émotion et de la reconnaître, et puis en même temps, peut-être qu'on sait déjà ce qu'elle est, qu'on n'a justement pas envie de se rappeler qu'elle est présente, et puis de dire juste émotion. C'est une façon plus neutre de réaliser qu'il se passe un truc qui est plutôt déplaisant émotionnellement. Et puis voilà, puis après on attend la suite. Pour les émotions aussi, il n'y a pas besoin de s'attarder, on peut prendre conscience du ressenti physique, mais ensuite on attend la suite. On entre en contact avec les données brutes de l'expérience. C'est pas seulement d'observer qu'une pensée est apparue, c'est de se dire mais c'est quoi une pensée ? Quelle est la recette d'une pensée ? Est-ce que c'est uniquement des mots ? Est-ce que c'est des mots et des images ? Est-ce que c'est un film ? À quoi ça ressemble ? C'est ça quand on parle de l'émerveillement pour toutes les petites choses. C'est aussi cet esprit de la découverte enfantin, de l'appliquer à notre expérience. Et c'est ça qui la rend intéressante. Quand on se demande pourquoi est-ce que la méditation en ce moment est ennuyeuse, une façon de la rendre plus intéressante, c'est en fait, vous ne savez pas ce que c'est qu'une pensée. Parce que ça fait des décennies que vous dites c'est une pensée, comme on se dit c'est une sauterelle, c'est une grenouille, et que vous l'avez pu regarder vraiment de près. Donc ça vaut la peine de reprendre à chaque fois cet esprit de découverte enfantin, de se dire ok c'est quoi ? C'est une espèce de diapo avec quelqu'un qui parle, avec une voix qui est ma voix, qui est la voix de quelqu'un d'autre. Pas d'intellectualiser, hein. Juste de se demander exactement à quoi est-ce que j'ai affaire, qu'est-ce qui se passe. Pour donner un exemple, chez moi, c'est avec la méditation que j'ai réalisé que j'étais très synesthésique. Ça veut dire que les sons que j'entends se manifestent par des images, de façon presque incontrôlable et automatique. Tout son a un équivalent en image. Et quand j'entends un son, je vois forcément une image. Et j'ai réalisé ça avec la méditation, et j'ai réalisé à un moment que je pouvais choisir de n'écouter que le son et de laisser l'image de côté, mais qu'à la base, c'était livré. Enfin, l'image serait toujours là, en fait. Mais que je pouvais consacrer mon attention qu'au son pour que ce soit moins source de distraction, que je sache quoi observer, en fait. Mais c'est ce genre de découverte qu'on peut faire après avoir passé des décennies à être synesthésique sans s'en rendre compte, en fait. Donc, faites comme si vous aviez jamais entendu de son, jamais pensé de pensée, pour vraiment redécouvrir exactement ce que c'est pour vous. Et ça rend la méditation très intéressante aussi. Une notion de temps liée à l'impermanence, qui est aussi importante. Toujours ce mot qui est un peu très présent chez moi. Je répète beaucoup le mot continuité. Parce que dans la pratique méditative, c'est vraiment important cette histoire-là. De ne pas avoir de trou dans notre perception du temps. D'être là au premier instant de l'inspiration, au dernier instant de l'inspiration, au premier instant de l'expiration, etc. Et pour l'attention ouverte, c'est aussi une notion importante parce que ce que vous faites en attention ouverte, c'est que vous observez ce qui est présent aussi longtemps que c'est présent, jusqu'à ce que ce soit remplacé par autre chose, et là vous observez cette autre chose aussi longtemps qu'il est présent, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par encore autre chose. Donc c'est pas « Ah ouais, ça c'était un son, maintenant je fais plus rien ». Je me mets en mode quelque chose, en mode attente, qui est autre chose que d'observer. Il y a un son, et aussi longtemps que c'est le son qui attire mon attention, c'est ça que j'observe. Et assez vite, il y aura peut-être une sensation, et aussi longtemps que c'est la sensation qui est au centre de l'attention, c'est ça que vous observez. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, parfois, ça peut créer de la discontinuité si on raisonne pas de cette manière-là. Ça peut créer des petits trous dans la suite de ce qu'on observe.
De la même manière que quand on observe l'inspiration puis l'expiration, et qu'il y a un petit rien dans l'espace avant la prochaine inspiration, c'est dans ce petit rien, si on ne le note pas, si on ne l'investit pas avec notre attention, qu'on va se perdre assez facilement. Donc là aussi, on observe ce qui est présent aussi longtemps que c'est présent, et après, paf, c'est autre chose qui vient prendre la place, et c'est ça qu'on observe. Et le après, paf est aussi intéressant dans la perception du temps. J'ai été disc jockey, et il y a plusieurs façons de passer d'un morceau à un autre quand on est disc jockey. On peut faire jouer du crossfade, c'est-à-dire que c'est d'abord 100% de l'ancien morceau et 0% du nouveau, puis après c'est 90% de l'ancien et 10% du nouveau, puis après c'est 80%. Et petit à petit, le nouveau morceau remplace l'ancien. Voilà. C'est ça le crossfade. Généralement, on essaie de trouver deux musiques qui ont le même rythme, sinon c'est moche. Et vous pouvez vous poser la question, quand vous passez d'une perception à l'autre en attention ouverte, est-ce que c'est du crossfade? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait beaucoup d'une sensation et puis il y en a un peu moins? Chez moi, c'est assez rarement ça. Ça arrive avec certains sens. Mais souvent, c'est assez instantané, en fait. Il y avait quelque chose, vous étiez en train d'écouter ce son, et tout à coup, paf, il y a une sensation qui prend sa place dans l'attention. Donc ça arrive que ce soit du crossfade, ça arrive que ce soit un changement brutal. Et puis ça arrive aussi que ce soit un peu par à-coup. Surtout s'il y a peut-être quelque chose à quoi vous n'avez pas envie de penser, une pensée un peu qui s'est beaucoup invitée, et puis vous êtes en train d'écouter un son, et qu'il est plutôt plaisant, mais que la pensée est en train de petit à petit s'imposer par petits coups de butoir. Vous pouvez sentir parfois qu'il y a un glissement ou quelque chose est en train par à-coup, de prendre de plus en plus de place. C'est surtout vrai avec les pensées et les émotions, pas tellement avec les autres sens où c'est plus naturel quand on passe d'un son à une sensation, d'une sensation à quelque chose que voient nos yeux, par exemple. Et ça aussi, dans l'idée de continuité, moi je crois que je vais en parler après. Donc, qu'est-ce que c'est exactement que chaque perception, et puis comment est-ce que vous passez de l'une à l'autre? Et peut-être que vous observerez jamais ce que je vous ai décrit, le crossfade, les à-coups, c'est pas grave, c'est pour vous rendre curieux de ça, juste du moment où on passe d'une chose à une autre et de comment ce moment se déroule pour vous. Curieuse, je m'excuse. La langue française est machiste et du coup, je m'aligne. Je ne me parle pas à moi-même, donc je devrais tout mettre au féminin pluriel. Je pense aux gens qui écouteront cet enregistrement. Les pertes d'attention vont souvent correspondre alors à une pensée qui sera peut-être trop attrayante, trop intéressante, à un des 5 obstacles, ou à un retour de ce mode par défaut, à un retour du moi-je. Tout à coup, on était dans le son, dans la sensation, et on est Pierre en train de faire une méditation d'attention ouverte. Et on n'est déjà plus tout à fait dans la méditation. Donc il y a ce petit passage-là. Comme d'habitude dans les méditations, ce sera souvent en lien avec quelque chose que vous n'aurez pas remarqué, qui ne fait pas partie de ce que vous remarquez. Pour vous donner un exemple qui m'avait, il y a longtemps, c'est pour ça que j'en parle aussi souvent de ce sens-là, alors qu'il n'est pas très, très souvent mentionné, en tout cas dans le MBSR. J'avais réalisé qu'en attention ouverte, quand je regardais mes yeux fermés, quand j'étais en train de regarder mes paupières closes, je ne me rendais pas compte que j'étais en train de le faire et je l'associais plutôt à être en train d'attendre ce qui va venir ensuite, un de ces moments où je ne sais pas très bien ce que je fais, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de pensée, je suis juste en train d'attendre ce qui va venir. Sauf qu'en faisant ça, j'étais en train de regarder.
de regarder mes paupières fermées. C'était cette posture de la personne attentive qui donc regarde droit devant elle et qui attend ce qui va venir. Et j'avais l'impression qu'il ne se passait rien du tout et il se passait ça. Et ça, c'est évidemment une occasion où on peut perdre son attention parce qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas en train d'observer. Donc notre tenue se ramollit un petit peu parce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose. On a l'impression qu'on fait rien. Et ça, c'est aussi quelque chose... C'est pour ça que je parle toujours de regarder ce que voient les yeux fermés, c'est pour rendre attentif à ce que parfois c'est ce qu'on fait. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on va remarquer qu'on est en train de faire. Et évidemment, ce qu'on ne va pas remarquer, c'est peut-être parce que ça fait partie de ce qu'on appelle être moi-même comme d'habitude, à n'être en train de ne rien faire, notre mode par défaut un peu à nous. Et du coup, j'aimerais vous faire un petit exercice, un tout petit exercice. Laissant le corps se détendre à l'expiration. Et la question à laquelle il faut trouver une réponse dans le corps, donc une sensation ou un autre sens, une donnée sensorielle. Ça peut être aussi une pensée. La question est, où êtes-vous en ce moment? Qu'est-ce qui fait que vous savez que vous êtes là? Votre moi-je, votre personne, votre identité, elle se manifeste comment dans ce que vous percevez en ce moment? Votre identité, elle se manifeste comment? Ok. On va faire un deuxième petit exercice après, mais je voulais faire un sondage à main levée avant. Pour qui c'était pas possible d'avoir une réponse? Levez la main. Est-ce que c'est extrêmement courant? Pour qui c'était une sensation quelque part dans le corps? Ok. Pour qui c'était éventuellement une pensée? Hein. Le fait de regarder quelque chose de visuel? Ok. Qu'est-ce que j'oublie? Le goût et l'odorat, je crois que je suis pas là. Son aussi. Moi, je crois qu'on a à peu près fait le tour, il me semble. Alors, une autre façon de se poser un peu la même question. Pas tout à fait de la même manière. Position méditative. Et on va le faire 2 fois. Attention, quand je dirai top, vous vous mettrez à faire de l'attention ouverte. 3, 2, 1, top. Et là, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous venez de faire en vous mettant en attention ouverte? Attention, on va le refaire.
3, 2, 1, top. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que vous ne faites pas rien. Quand vous vous mettez en attention ouverte, il se passe quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va le refaire une dernière fois en vous demandant quelles sont les modalités sensorielles. Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? 3, 2, 1, attention ouverte. Ok. Alors même question, pour qui est-ce que c'est une espèce de sensation qui est présente? Ouais. Pour qui est-ce que c'est d'écouter? Pour qui est-ce que c'est de regarder? Ok. Alors là, vous avez une piste avec les deux questions pour faire preuve de curiosité pour cette chose-là, parce qu'elle passera peut-être parfois inaperçue dans vos méditations, si vous l'identifiez un peu à qui vous êtes, parce que faire de l'attention ouverte, finalement, ça revient à dire aussi, ça dessine le poste d'observation, c'est votre poste d'observation, donc c'est ce que vous appelez vraiment votre personne, par opposition à l'anxiété que vous allez observer, à la sensation que vous allez observer. Donc, c'est une bonne manière de prendre conscience de comment s'exprime notre idée de qui on est. Et c'est évidemment ce qui pourra vous échapper en attention ouverte. Parce que si, pour faire de l'attention ouverte, vous faites quelque chose, c'est peut-être pas le quelque chose que vous allez noter. Parce que pour vous, ça fait partie de vous, justement. Donc c'est peut-être des profondeurs philosophiques, mais ça fait aussi partie de la façon dont on progresse dans cette méditation-là. C'est finalement, en tout cas c'est comme ça que j'ai l'impression que j'ai vécu mon appropriation de l'attention ouverte, c'est toujours plus de choses dont je pensais qu'elles faisaient partie de moi que j'observe. Et au début, il y a beaucoup de pierres qui fait de l'attention ouverte, et c'est un pierre qui contient plein de trucs, et à la fin, il y a beaucoup moins de choses, parce qu'il y a plein de choses que j'ai identifiées comme étant les choses que je pouvais observer, et comme ne faisant pas partie de qui j'étais. Et je pense que ce processus de l'attention ouverte fonctionne vraiment comme ça. Et évidemment, plus la part des choses observables est importante, moins on sera facilement distrait. Parce que c'est quand on se retrouve à être soi-même qu'on n'est plus attentif. Parce qu'il y a des choses qu'on n'observe pas, puisque c'est nous. On ne va pas l'observer, ça fait partie de nous. Voilà, ça fait mal à la tête. Pour en revenir à Bahia. Bahia, qui nous disait, enfin plutôt le conseil de Siddhartha Gautama à Bahia, en ce qui concerne le vu, il n'y a que le vu. Bon, je ne vous refais pas toute la liste, mais là ça veut bien dire évidemment désidentifie-toi. Ce que tu vois, c'est seulement des images. Il n'y a rien d'autre. C'est pas toi, c'est pas à toi, c'est pas. Ce que tu entends, c'est seulement des sons. Et il ne faut pas les considérer comme plus que des sons. Et évidemment, en référence aux pensées, il n'y a que le pensée. Et quand il applique cet entraînement-là, il lui dit, ça je ne garantis pas que j'ai compris, mais quand il n'y a pas de vous en rapport avec ça, il n'y a pas de vous là. Quand il n'y a pas de vous là, vous n'êtes ni ici, ni là-bas, ni entre les deux. Et ceci, juste ceci, est la fin de la souffrance, du stress. Tel que je le comprends, et vérifié auprès de spécialistes compétents, parce que c'est pas toujours simple. J'ai lu des choses évidemment sur ce sutta, mais c'est comme ça que je les interprète. Il se désidentifie de toutes ses perceptions,
Donc, il y a juste de l'entendu, et s'il y a juste de l'entendu, il n'y a plus de personne qui l'entend, ici. Il n'y a plus de relation entre la personne qui entend et le son. Et il ne s'investit plus non plus dans le son lui-même. Donc en fait, il n'est nulle part, parce qu'il n'est pas dans la personne qui observe, il n'est pas dans la relation, l'appréciation, la non-appréciation de ce qui est observé, et il n'est pas non plus dans le son pour autant. Donc il n'est plus là, en fait. Et ce n'être plus là, c'est la fin de l'identification à l'expérience, et donc c'est la fin de la souffrance qui en découle dans la logique bouddhiste. Et c'est ce qui vaut un peu à la philosophie bouddhiste la réputation d'être nihiliste, cette espèce d'anéantissement du moi. Et fort heureusement, alors, d'une part, tel que je le comprends, les enseignants qui ont atteint l'éveil n'étaient pas des gens particulièrement bizarres dont l'identité avait disparu, ils avaient juste l'avantage de plus subir l'identification aux choses, mais pas... C'est quelque chose, la désidentification, c'est avant tout un moyen d'être heureux, qu'on utilise pour être heureux, pour ne pas être submergé par ce qui peut nous rendre malheureux. Et après, il faut quand même pouvoir commander une salade au resto et payer nos impôts, donc on a une identité. On la perd pas. L'aboutissement serait pas la schizophrénie. Dans les traditions spirituelles, les gens les plus aboutis sont pas devenus des schizophrènes. Ils sont plutôt en très bonne santé mentale. Donc, cette histoire de risque de dissociation ou d'anéantissement du moi, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est de façon adéquate, entrer en relation avec la réalité de façon adéquate et avoir la possibilité de renoncer à cette identification. Cela étant dit, c'est ce que fait d'ailleurs la petite fille avec sa maladie du cœur. C'est une petite fille qui a une maladie du cœur, mais qui préfère, pour être heureuse, se désidentifier de sa maladie du cœur. Et elle a raison. C'est une bonne approche de se dire qu'elle va bien, mais que son cœur est malade. Donc elle l'utilise pour être heureuse. Et c'est exactement l'utilisation qui doit en être faite. C'est un outil qui sert à ça. Après, il y a une différence dans le monde laïque qui est le nôtre et dans le monde spirituel. Si on voulait tracer une ligne, dans un contexte laïque, on peut se contenter d'avoir un soi très léger, de voyager léger en termes de soi, et d'avoir un soi qu'on associe, si vraiment on est en train d'observer quelque chose, de méditer, ça peut être l'observateur intérieur. Nous, ça peut être l'observateur intérieur. On n'est pas obligé de n'avoir plus rien, en fait. On peut se réfugier dans ce bateau qui est l'observateur intérieur, et on peut se dire que dans les moments où on en a besoin, on n'est pas plus rien, on a cette capacité, on est l'observateur en nous qui peut observer l'émotion monter, descendre, et on n'a pas du tout besoin d'aller au-delà de ça, en fait. Ce serait peut-être la différence avec l'idéal, en tout cas dans la pratique purement bouddhiste, qui est d'aller au-delà de ça, dans la dissolution de qui on est, avec toute la théorie, la métaphysique qui va avec aussi. Mais l'essentiel, c'est d'avoir la possibilité de le faire quand on a besoin de le faire.